Un foyer de charbon bactéridien dans le Yoba et l'on enregistre déjà 2 morts. Information communiquée par le Conseil des ministres. Un conseil qui en sa séance ordinaire octroie 3 marchés de transport de vivres, des permis d'exploitation de mines et l'approbation d'un nouveau régime électoral à la Chambre de commerce. Dans un instant, nous revenons sur les grands dossiers évoqués. Nouveau souffle pour l'avenir de l'insurrection à Bobo-Dioulasso. Les travaux de bitumage en arrêt depuis quelques mois devraient reprendre en mars prochain. 3 mois pour rendre l'ouvrage opérationnel. Promesse du ministre des Infrastructures en tournée dans la ville. Nous rejoignons dans quelques instants notre équipe sur place. Zoom ce soir sur l'orpaillage, activité principale menée dans la commune de Poura. C'est à ce sujet que nous nous intéressons dans notre acte 3. La convoitise qui entoure le précieux métal, son acquisition et l'état d'esprit de ceux qui s'y consacrent. Nous développons tout ceci en cours d'édition. Victoire à la présidentielle de Mohamed Bazoum au Niger. Le candidat du pouvoir aurait obtenu 55,75% des suffrages contre 44,25% pour son challenger. Des résultats provisoires annoncés par la commission électorale et qui devraient être soumis à l'analyse du Conseil constitutionnel. Voici pour les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous suivre. Mercredi, jour de conseil des ministres, l'exécutif n'a pas dérogé à la règle. Autour du chef de l'État, les grandes questions de développement sont abordées et des décisions prises. 3 marchés pour le transport de vivres au bénéfice de 760 000 personnes. L'autorisation d'octroi de permis d'exploitation d'une nouvelle mine dans le sud-ouest et l'extension d'une autre dans le plateau central. L'on apprend également que le Conseil a été informé d'un foyer de charbon bactéridien dans le Yoba. 2 décès sont enregistrés au niveau de la population. Adama Guiti et Nyarkiteda pour un compte rendu complet. Un bœuf trouvé mort et enterré dans un trou d'orpaillage. Quelques jours plus tard, 2 autres sont retrouvés et enterrés dans les mêmes conditions. Un 4e mort est passé à la casserole par les populations. Conséquence, 2 personnes trouvent la mort. Cela se passe à Guéguéré dans le Yoba, désormais foyer de charbon bactéridien au Burkina. La population, sans avoir contacté les services de santé vétérinaire, ni les services de santé humaine, ont procédé à l'éviscération de cet animal et également à la consommation de cet animal. Donc, immédiatement après, nous avons constaté 2 jours plus tard 2 décès, voilà, de personnes dans ce village. Et ces décès ont été alertés par la population. Des analyses ont été opérées et pour pouvoir faire des analyses au niveau du laboratoire national d'élevage au niveau de Ouagadougou. Et les résultats de ces analyses ont confirmé effectivement que c'est le charbon bactéridien. Des dispositions sont prises pour circonscrire le foyer, foi du ministre en charge des ressources animales. À ce Conseil des ministres, l'exécutif a, au titre du ministère en charge de l'économie et des finances, autorisé 3 marchés pour le transport de 30 000 tonnes de vivres au bénéfice de 760 000 personnes déplacées internes, leurs hôtes, des personnes victimes de catastrophes et autres personnes vulnérables. Au titre du ministère en charge des mines, le Conseil des ministres du jour autorise l'extension de la mine Orezone de Bomboré dans le plateau central. La superficie d'exploitation passe de 25 à 28,7 km² avec plus de 280 milliards de recettes pour le budget de l'État, plus de 800 millions pour le Fonds de développement local avec une offre d'emploi d'environ 1400 postes. Dans la même veine, un permis est attribué à une autre société minière pour une exploitation industrielle dans le sud-ouest. Cette mine est à cheval entre les provinces du Numbiel et du Poni. Elle va couvrir une superficie de 4,78 km² avec une production moyenne d'or estimée à 392 kg, soit une production totale de 1,7 tonnes d'or l'année. Donc la durée de cette mine est estimée à 6 ans. Elle va aussi également apporter des ressources au budget de l'État et également au Fonds minier de développement local en créant des emplois donc estimés à 110 emplois directs et 300 emplois indirects. Au titre de la fonction publique, la tradition est encore respectée cette année. Le Conseil des ministres autorise l'ouverture des concours directs et professionnels. Pour les concours professionnels, 5 272 postes sont à pourvoir. Sur ces 5 272 agents, ces concours professionnels vont concerner 1800 agents de la 3e promotion du programme emploi jeune
du secteur de l'éducation qui vont donc compétir par voie de concours pour être intégrés donc au niveau de la fonction publique. À côté des concours professionnels, nous allons organiser donc au cours de cette année 2021 des concours directs pour recruter environ 6500 agents au profit donc de la fonction publique. Et il est notable quand même de signaler que parmi ces 6000 et quelques agents, nous aurons 1900 professeurs de lycée et collège qui seront donc recrutés au cours de cette année, parce qu'il est important de pourvoir à nos établissements d'enseignement secondaire ces enseignants pour naturellement donc bouger ou en tout cas porter les efforts d'éducation. Le Conseil des ministres a également autorisé dans ce cadre l'ouverture du concours de recrutement des magistrats pour cette année, et sur ce point particulièrement, du concours de la magistrature, le président du FASO a instruit le respect des textes en vigueur qui devrait donc prévaloir dans l'organisation du recrutement des magistrats. Le FASO a instruit le respect des textes en vigueur qui devrait donc prévaloir dans l'organisation du recrutement des magistrats. Désormais, il est institué un cadre de concertation entre le président du FASO et les acteurs publics et privés du secteur de la communication, ainsi en a décidé le Conseil des ministres. Répondant à une question d'actualité relative à une probable négociation avec les groupes armés terroristes et l'État burkinabé, le porte-parole du gouvernement se veut on ne peut plus clair, pas de négociation pour le moment. À ma connaissance, le gouvernement n'a pas enclenché de négociations avec les groupes terroristes. Il faut le dire net, de toutes les façons, c'est une source que vous avez indiquée. Cependant, on peut constater peut-être qu'il y a une prise de conscience dans les régions touchées par le terrorisme. Il y a une prise de conscience d'un certain nombre de leaders d'opinion qui sont des coutumiers ou des religieux, qu'ils pensent qu'ils sont dans leur devoir de parler aux fils et aux filles du Burkina qui se sont fait enrôler dans cette aventure, j'allais dire regrettable, condamnable, et qui donc multiplient les actions de sensibilisation afin que les jeunes burkinabés de ces régions ne s'enrôlent pas dans les groupes terroristes, et que ceux qui y sont songent à quitter et ne pas donc être là-bas pour être parmi ceux qui sont en train d'attaquer le Burkina Faso. Je ne pense pas et je ne le crois pas, et jusqu'à en tout cas aujourd'hui, il n'a pas été question pour le gouvernement d'engager des négociations avec les groupes terroristes. Autre priorité du chef de l'État à travers le gouvernement, la réconciliation nationale, tâche assignée à Zéphirin Diapré qui depuis multiplie les concertations avec les personnes ressources. Dans cette dynamique, il était à Tenkodogo pour un tête-à-tête avec le Naba Djigempolé Dima de Zungrantenga. L'hôte du jour promet un soutien indéfectible à la mission du ministre d'État. Hassan Gebré et Tanga Kafando. À Naba Djigempolé Dima de Zungrantenga, roi de Tenkodogo, le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale est venu demander soutien et accompagnement pour la réussite de la réconciliation nationale. Dans nos échanges portant donc sur ces questions-là, j'ai d'abord pu bénéficier de l'encouragement très fort de Sa Majesté par rapport à la mission qui a été confiée, ses souhaits de succès et ses prières pour que la réconciliation soit une réalité pour le bien du Burkina Faso. Mais au-delà de ça, de son implication personnelle, il a dit à un moment donné qu'en réalité, il se considérait aussi comme étant ministre d'État en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Ça montre à quel degré de prise il approche cette question-là, et ça nous rassure quant à son implication dans les étapes qui vont venir bientôt par rapport donc à la gestion de cette question importante. Une démarche appréciée par Sa Majesté Naba Djigempolé qui s'engage à accompagner Zéphirin Diapré pour la réussite de sa mission. Premier conseil important, il a invité le ministre d'État partout où il parle de réconciliation, de cohésion sociale, d'inviter les acteurs, les populations, tous ceux qui sont impliqués, c'est-à-dire le peuple en entier, de pouvoir privilégier l'abandon des rancunes. C'est-à-dire qu'il faut éviter de garder des rancunes, des querelles passées qu'on a toujours en tête en se disant que nos familles ne s'entendaient pas, donc forcément il faut que nous on ne s'entende pas. Alors là, il faut inviter les acteurs, il faut inviter le peuple, il faut inviter les communautés, les peuples à laisser tomber ces types de pensées, ces types d'esprit. Deuxième conseil, il faut que chacun reconnaisse sa place dans le système de la réconciliation, dans la société en général. Ça veut dire que c'est l'humilité. Sa Majesté a invité tous les acteurs à être humbles dans tous les débats qui seront menés,
à être humble, à savoir écouter l'autre, à la tolérance. Voilà autant de conseils que Sa Majesté a donnés. Selon le ministre d'État, la réconciliation va nécessairement passer par le tritype vérité, justice et réconciliation. Également en tournée, cette fois-ci dans la capitale économique, le ministre des Infrastructures, une nouvelle halte pour un constat du chantier de bitumage de l'avenue de l'Insurrection, des travaux en arrêt depuis quelques mois et qui devraient reprendre dans quelques jours au mois de mars. Et si tout se déroule comme prévu, l'ouvrage sera opérationnel avant fin mai. Mais avant cette étape, un tour sur la route Bobo-Legema, prévu aussi pour être bitumé, et tout ceci dans le viseur de Kassoum Milogo et Karim Sissé. Les travaux de bitumage de l'avenue de l'Insurrection populaire, 6 au secteur 17 de Bobo-Dioulasso, vont bientôt reprendre de service. Le directeur de l'entreprise en charge du chantier donne cette assurance au ministre des Infrastructures en visite sur les lieux. Selon Achille Ouedraogo, tout est actuellement fin prêt pour redémarrer les travaux. En début mars, normalement, on pourra reprendre les travaux. Tout est fin prêt, tout le matériel est là, le personnel arrive. Et je pense qu'en début mars, on pourra reprendre les travaux. La suspension des travaux de bitumage sur cette avenue a créé beaucoup de désagréments chez les populations riveraines. Nous présentons nos excuses aux riverains et nous les assurons. Si vous avez suivi le discours de politique générale du Premier ministre, il nous a instruit de faire tout en concertation avec les partenaires pour que l'ensemble des projets qui sont à l'arrêt, l'ensemble des projets qui doivent démarrer puissent effectivement démarrer ou redémarrer immédiatement pour le plus grand bonheur des populations. De l'avis de l'entreprise, les travaux qui restent à être exécutés vont aller vite. C'est donc dire que l'ouvrage sera livré dans moins de 3 mois. Il restait quelques caniveaux à poser, ça c'est déjà préparé. Et la couche de base est déjà posée, il reste à améliorer. Et c'est les gros des travaux qui ont été faits, effectivement, mais qui ne coûtent pas cher. Mais ce qui coûte beaucoup plus cher, c'est les travaux de revêtement et d'éclairage et de signalisation. Donc c'est ça qui reste, mais qui ne prend pas beaucoup de temps, mais qui donne beaucoup plus d'argent. C'est pour ça que vous voyez que le taux est bas par rapport au niveau. Normalement, on doit pouvoir finir les travaux en 2 mois. Après la venue de l'insurrection populaire, le ministre des Infrastructures s'est rendu sur la route Bobo-Legema. Une quinzaine de kilomètres prévus pour être bitumés. Une partie de l'étude a déjà été faite, à peu près la moitié, jusqu'au Dalo où nous sommes en ce moment. Et donc, nous allons finaliser ces études techniques-là dans les mois qui viennent afin de programmer le début des travaux de bitumage, donc de Bobo-Dioulasso jusqu'à Legema. Bobo-Dioulasso, selon Éric Bourman, fait l'objet de la plus grande attention du président du Faso et de son gouvernement. Il est donc prévu, au cours de ce nouveau mandat, la réalisation de bon nombre de projets. Dans cet autre registre, on parle de la 38e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie. Pour cette rencontre de la Conféges, des experts de 43 pays membres sont aussi conviés à la rencontre prévue du 23 au 27 février. L'ouverture des travaux à Ouagadougou avec Césaire Carrefour et Mariam Ouattara. Au nom du gouvernement du Burkina Faso, je déclare ouvert les travaux de la réunion des experts dans le cadre de la 38e session ministérielle de la Conféges et je souhaite plein succès à nos travaux. C'est parti pour 5 jours de travaux et de réunions pour les ministres et experts de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Conféges. 38e du genre, cette rencontre aura pour point d'orgue l'élection du secrétaire général de l'institution. Et naturellement, l'hôte de cette 38e conférence, qui n'est autre que le Burkina Faso, a des attentes. Il y a une vingtaine donc, de documents sur lesquels les experts devront donc se pencher. Mais il faut dire que les plus importants, sinon que tous les documents sont importants, mais les plus en vue, il y a d'abord l'examen donc du rapport d'activité de 2020, mais aussi il faut examiner donc le programme d'activité de 2021. Il y a des réformes à faire et ils vont donc discuter donc sur l'ensemble de ces réformes à faire, échanger. Il y a aussi un élément très important
il y a l'élection du secrétaire général de la Confédération qui devrait donc avoir lieu au cours donc, de cette conférence ministérielle-là. Et nous espérons au regard donc, de la participation donc, massive des experts que nous allons donc avoir des documents qui seront donc bien travaillés. La Conféges, c'est 43 pays membres. C'est également le concours en entrepreneuriat. Et pour clore cette première journée, les candidats reçoivent la visite des officiels. Autre lieu, autre rencontre s'intéressant cette fois-ci aux activités du programme Appui à la gestion durable des ressources forestières. Une deuxième session du comité de revue du ministère de l'Environnement tenue ce 24 février. Le programme est accompagné par le Grand-Duché de Luxembourg à hauteur de 11 milliards de nos francs et couvre la période 2018-2022. Alidou Badini et Amandine Lalsaga. La promotion des espaces de conservation, des appels à projets pour la promotion, la production et la transformation des produits forestiers non ligneux. Ce sont les principales activités du programme d'appui à la gestion durable des ressources forestières. Des activités passées ici en revue par les différents acteurs. Nous avons un point de vue sécuritaire, quand même que certaines zones avec les appels à projets, il y a des sites que ce serait difficile pour le programme, pour les acteurs. On compte aller vers un système de collaboration avec les niveaux déconcentrés, si possible utiliser les régionaux, les natifs de la zone, quand même pour avoir tout ceci comme information, pour ne pas abandonner la zone de façon totale. Le programme d'appui à la gestion durable des ressources forestières bénéficie de l'accompagnement du Grand-Duché de Luxembourg à hauteur de 11 milliards de francs CFA. Le soutien vise plusieurs niveaux. Il y a un soutien institutionnel qui vise à renforcer les capacités, etc. Et c'est pour ça qu'une étude sur la fiscalité verte a été élaborée dans le cadre du programme. Ces participants à la deuxième session du comité de revue du programme Pilotage et soutien examineront la situation d'exécution du plan de travail et du budget annuel. Il sera également question pour eux d'adopter le plan de passation des marchés pour 2021. Bienvenue à votre rubrique Une semaine à Poura. Ce soir, on s'intéresse à l'orpaillage dans la commune. Activité principale touchant toutes les couches de la société. Ceux qui s'y adonnent tirent-ils leur épingle du jeu? Élément de réponse dans ce reportage d'Alidou Badini et Sekou Zongo qui poursuivent leur séjour. Un site d'orpaillage à Poura, à un jet de pierre de la cité des anciens travailleurs de la société de recherche minière du Burkina Faso, Sorémini. Il est 14h15 et le site grouille de monde. Chacun vague à ses occupations et tous ont un seul but, attraper le bon filon qui les conduira au métal précieux. Ici, on ramasse, on dégage la terre, on fait sortir le minerai, on le transporte et ça ne s'arrête jamais. Leur travail 24 heures sur 24. Le travail de l'orpaillage est fastidieux. Pour atteindre le minerai, il nous faut descendre sous terre à 30 mètres au moins et c'est l'eau souterraine notre véritable souci. Chaque semaine, il nous faut au minimum 3 barriques de gasoil pour l'évacuation de ces eaux. Voyez-vous, l'activité de l'orpaillage maintient les jeunes au pays. Mieux, les orpailleurs investissent beaucoup malgré la pénibilité du travail. Nous souhaitons un réel accompagnement des autorités pour mieux nous organiser. Une fois dans le trou, les travailleurs sont coupés de tout. Pire, l'oxygène pour tenir est fourni depuis l'extérieur grâce à ce dispositif. La communication reste toutefois établie en permanence avec ces ouvriers qui descendent en profondeur souvent à plus de 60 mètres. Là aussi,
c'est le système D. Allô? Comment tu bouges pas Yita? Ah, mais tu t'en dis même pas ta combien? Mais tu t'en pas combien? Yeah. Ah, il y a le câble passé moi personne. Bah auto. Il y a le câble ouais na manaka. Ouais na yisi la fait. Tumda watin tu ya to wonam te ton ya koma akere me la koma me la yam ya wala don me fo da koma bilbili banan tumda. Réunis en plusieurs équipes indépendantes les unes des autres, les difficultés de cohabitation ne manquent pas. Mais un système de règlement des conflits est fonctionnel, ce qui permet de désamorcer rapidement les tensions. La concertation est le seul moyen ici pour assurer l'entente entre les travailleurs. C'est dans les discussions que nous réglons nos différends sans problème. À côté de ces hommes, des femmes également sur le site, qui pour vendre de l'eau sur place aux travailleurs, qui pour vanner et laver les résidus du minerai dans l'espoir d'avoir quelques grammes du métal précieux. Ici, nous vendons de l'eau et nous achetons les résidus du minerai que nous lavons. Avec la vente d'eau, je gagne entre 10 000 et 15 000 francs par jour. Quant aux résidus du minerai, souvent on gagne quelques pépites. Même si on ne gagne pas assez, on ne manque pas de quoi se nourrir. C'est même dans cette activité que nous payons la scolarité de nos enfants. Mais nous souhaitons faire autre chose car l'orpaillage est vraiment pénible. Tous ces chercheurs d'or ont cependant le même espoir, abandonner cette activité qui a ses avantages mais qui présente d'énormes difficultés. Mais pour le moment, l'orpaillage reste l'activité principale des populations ici à Poura. Voilà, une semaine à Poura revient demain pour une nouvelle découverte. Soyez donc au rendez-vous et cela jusqu'au 28 février prochain. Cap à nouveau sur Bobo-Dioulasso avec la première session de l'année 2021 du comité de revue du programme d'approvisionnement en eau et assainissement. Un programme mis à mi-parcours qui donne des résultats satisfaisants. La session devrait donc permettre d'examiner les difficultés rencontrées et dégager des pistes pour une exécution efficace. L'ouverture des travaux ce 23 février avec Hassan Gourabou, Siri Kimilogo et Kadou Romen Aki. 15 500 branchements, 63 bornes fontaines, 6092 latrines familiales en milieu urbain. Ce sont entre autres réalisations à mettre à l'actif du programme d'approvisionnement en eau et assainissement PAEA. Un programme à mi-parcours dans sa mise en œuvre. Les membres du comité de revue sont réunis ici en session et sur la table des échanges de cette première au titre de l'année 2021, plusieurs dossiers. Nous aurons à adopter le bilan du PTA 2020 et surtout valider, adopter le PTA 2021 comme nous sommes en année 2021 pour que le programme puisse mener convenablement ses activités. Au terme des travaux de ce comité, des résolutions et recommandations devront être dégagées. L'objectif final étant une accélération dans l'exécution des activités prévues afin d'atteindre les résultats escomptés. Cet exercice va nous permettre d'examiner en fait tout le goulot d'étranglement de ce projet et voir s'il y a des orientations qu'on peut faire de ce programme et qui pourront être soumis à nos autorités, voilà, pour mener à bien ce programme à terme. Le programme d'approvisionnement en eau et assainissement PAEA bénéficie d'un financement de la Banque mondiale le 31 décembre 2023. C'est la date d'échéance de ce programme.
Il est question de la session 2021 du comité de direction du PAMED, un programme d'amélioration des moyens d'existence durable dans les régions du centre-ouest et de la boucle du Mouhoun. Et pour le comité, il s'agit de faire le point des activités menées en 2020 et examiner le plan d'action de l'année en cours. On en sait davantage avec Kwalay Nebié et Ahadi Sandamba. C'est une session ordinaire de l'année en cours du PAMED, le programme d'amélioration des moyens d'existence durable en milieu rural. Réunis ici à Kourgou, les membres du comité de direction du programme se penchent sur les acquis engrangés en vue d'examiner le plan d'action et le budget de mise en œuvre du programme. Mis en place par le PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, le projet envisage restaurer et gérer durablement les terres dégradées en vue d'accroître les rendements des petits exploitants agricoles des régions de la boucle du Mouhoun et du centre-ouest. Il s'agissait surtout de faire d'abord les études de base, donc une étude de référence pour bien pouvoir mesurer après les résultats, l'impact du programme. Mais aussi nous avons fait une analyse d'un point de vue genre en fait, pour bien identifier les vulnérabilités et pour bien assurer que le programme dans sa mise en œuvre va contribuer aux objectifs de développement durable. L'année 2021 connaîtra le démarrage effectif du PAMED avec la mise en œuvre de 4 fermes agroécologiques dans 4 communes pilotes et un barrage dans la commune de Poix. Le tout au grand bonheur de plusieurs milliers de petits producteurs agricoles. Il y a une vingtaine de coopératives qui sont identifiées et avec plus de 1500 membres. Pour le barrage de Niagdo, ça bénéficiera à une population d'environ 5000 habitants, mais au-delà aussi et à d'autres populations autour de la zone du barrage. Lancé en juillet dernier, le programme d'amélioration des moyens d'existence durable en milieu rural, le PAMED, prend fin en 2024. Et pour ce qui est des investissements pour l'année 2021, c'est une enveloppe de plus d'1,2 milliard de francs CFA qui est prévue. La transhumance dans la région du Sahel, quelle solution pour une meilleure promotion? Le comité régional en charge s'intéresse au sujet. Une rencontre est organisée ce 23 février pour trouver les solutions adaptées. Le compte-rendu depuis Dori de Ibrahima Kagone et Pinidienne. La promotion de la transhumance pacifique dans la région du Sahel requiert une attention particulière. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont légion par méconnaissance des textes. À cela s'ajoute l'insécurité et la pandémie à Covid-19. Et cette première session du comité régional de la transhumance du Sahel sert de cadre de faire le point sur la situation et dégager des pistes de solutions. Imaginez tout ce que nous avons comme transhumance. Et dans les circonstances actuelles, tout le monde comprend qu'il faut vraiment regarder ça de façon pointue pour pouvoir tirer des ressources en vue de permettre la résilience, comme on le dit souvent. Nous avons l'État qui est là et qui nous soutient, qui vient tous les jours pour nous permettre de réunir une structure régionale qui est là et qui est chargée de gérer donc ce genre de problème pour faire le point, savoir où nous en sommes et voir surtout qu'est-ce que nous devons faire pour l'avenir. À ce rendez-vous de ce 23 février, il faut également compter sur les partenaires qui accompagnent le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques en matière d'élevage. Nous avons le PBF qui est mis en œuvre grâce à la FAO et à l'OIM, et c'est eux qui nous permettent justement de tenir la session d'aujourd'hui qui va véritablement regarder qu'est-ce qui est le comité régional a fait comme activité, qu'est-ce qu'il reste à faire pour que ça ne soit pas seulement la tenue des sessions du comité. Au-delà, il y a des activités régulières qui doivent être tenues. Au terme des communications sur la situation et les difficultés que connaît le comité dans la mise en œuvre de ces activités, sortiront des recommandations qui pourront aider à promouvoir une transhumance pacifique au Sahel. Une nouvelle offre pour mieux faire connaître le secteur du froid et de la climatisation. Dès ces 26, 27 et 28 mars, le public est invité au CICRO, le Salon international de la climatisation et de la réfrigération de Ouagadougou. Un cadre qui se veut une rencontre entre professionnels du froid d'une part et d'autre part entre professionnels et publics. Les préparatifs avec Adama Guiti et Vincent Kenroubou.
Du 26 au 28 mars prochain, Ouagadougou abritera un tout nouveau salon, le CICRO, Salon international de la climatisation et de la réfrigération de Ouagadougou. Le CICRO est une initiative de l'APFC, l'association des professionnels et acteurs du froid et de la climatisation, qui tient ce point de presse pour annoncer l'événement. Ce salon est une opportunité d'affaires pour les distributeurs d'équipements, les professionnels, les acteurs de la climatisation, de la réfrigération et des énergies renouvelables. C'est l'occasion de sensibiliser la population sur l'importance du froid dans la conservation des denrées alimentaires en vue de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Vous voyez que nous avons mis l'accent sur l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique veut dire que nous, on conseille en fait aux clients de faire un choix judicieux qui va les permettre de réduire leur facture d'électricité. Panel, rencontre d'affaires et exposition vente d'équipements et de services de la climatisation et de la réfrigération, c'est ce qui va meubler les 3 jours du CICRO qui doit se dérouler sur le site du CIAO. C'est une première édition et le comité d'organisation travaille déjà à son succès avec l'implication de 3 départements ministériels, à savoir l'énergie, le commerce, mais aussi l'environnement. L'un des objectifs de ce salon étant de vulgariser le froid, qui ne doit plus être un luxe pour les populations, selon les conférenciers. En sport, quel est l'état d'esprit des étalons U20 à la veille de l'ouverture des quarts de finale? Et oui, le match se joue demain à 19h au stade Ould Bouadia de Nouakchott contre les Cranes. Et cet après-midi, le sélectionneur Oscar Barraud et le vice-capitaine Ibrahim Bansé ont animé la traditionnelle conférence de presse. Ce qui a été dit avec nos envoyés spéciaux, Bernard Koumbelem et Mahamadou Ouena. Plus la compétition avance et plus les adversaires sont redoutables. À l'évidence, les Cranes U20 sont d'un cran au-dessus des équipes rencontrées en phase de groupe. Nous rencontrons une équipe avec beaucoup de qualités et où nous devrons nous surpasser et où nous devrons être très regardants sur les consignes et pour avoir les gains du match. C'est une équipe qui arrive à exploser très vite et c'est carrément une équipe assez solide derrière. Donc, vu tous ces aspects, je pense que c'est une équipe qui est au-dessus des autres équipes que nous avons rencontrées. Un adversaire coriace et difficile à jouer qui exige des joueurs un dépassement des rôles sur le terrain. On sait tous que demain nous attend un match vraiment très, très difficile et très compliqué face à une belle équipe. Donc je pense que ce match va se jouer sur les détails. Ça sera vraiment à nous de venir encore avec plus de détermination, plus de courage, plus d'envie et avec un mental d'acier. La fraîcheur physique fait partie des détails à prendre en compte dans ce duel entre étalons U20 et Cranes U20. Et à ce niveau, le sélectionneur Oscar Barraud est rassurant. Je pense que nous avons très bien récupéré. Nous avons un corps médical aux petits soins avec un préparateur physique qui est très attentif et très pointu. Et donc au niveau de la récupération, nous pensons que nous avons très bien récupéré. On a même eu une journée de repos hier et pour que les joueurs soient en pleine possession de toutes leurs capacités. À cette CAN U20, les étalons ont un groupe plus homogène avec plus de qualité qu'au tournoi IFOA B selon Oscar Barraud. Malgré la qualité de l'adversaire, les étalons devraient pouvoir surmonter cet obstacle, surtout qu'ils reçoivent au stade Cheka Ould Bouadia, un terrain qui les réussit bien jusqu'à présent. À nos poulains, nous souhaitons du courage et une belle chevauchée. Hors de chez nous, au Niger, Mohamed Bazoum l'emporte après le second tour de la présidentielle avec 55,75% des voix. L'annonce a été faite ce mardi par la commission électorale en attendant la décision du Conseil constitutionnel. L'opposition, elle, crie au hold-up électoral. Monsieur Mohamed Bazoum, 2 501 400. Le candidat du pouvoir, Mohamed Bazoum, déclaré vainqueur du second tour de la présidentielle au Niger avec plus de 55% des voix selon les résultats annoncés ce mardi par la commission électorale dans un climat particulièrement tendu. L'opposition a dénoncé aussitôt un hold-up électoral.
Les résultats qui sont en cours de publication par la CENI ne sont pas, dans beaucoup de cas, conformes à l'expression de la volonté du peuple. Mohamed Bazoum incarne la continuité du pouvoir. Le dauphin du président sortant, Mahamadou Issoufou, a recueilli environ 500 000 suffrages de plus que le candidat de l'opposition, Mahaman Ousmane, qu'il avait déjà largement devancé au premier tour. Ce scrutin a été endeuillé par la mort d'au moins 8 agents électoraux, tués pour la plupart dans l'explosion d'une mine près de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso. Cette zone dite des 3 frontières est la cible des attaques de groupes djihadistes affiliés à l'organisation État islamique, tandis que l'est du Niger est frappé par des attaques des djihadistes nigérians de Boko Haram. Voilà, c'est avec cette actualité que nous refermons ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, Dieu voulant. Bonsoir.